D'abord, et c'est très important pour moi au niveau de la réponse, je suis un fils d'enseignant à l'ancienne. Mon père était directeur d'école, ma mère enseignait le français, et dans le cadre d'une discipline très stricte, où il était presque interdit de sortir de la maison, à part pour fonctionner, donc les livres ont été pour moi des refuges, des fenêtres et des voyages. Ce qui fait que très jeune, j'ai lu beaucoup de textes classiques, d'auteurs classiques généralement français. Je passais mon temps, par exemple, à lire Edmond Rostand, l'aiglon des œuvres aujourd'hui totalement désuètes, Jules Verne évidemment, Balzac, en fait tous les auteurs classiques. Et plus je prenais de l'âge, plus mon répertoire en quelque sorte augmentait. Ce d'autant plus que nous vivions à l'intérieur de l'établissement scolaire. Et donc j'avais accès à la librairie de l'école, à la bibliothèque de l'école plus exactement. Et je prenais la clé dans le bureau de mon père, j'allais prendre 10-15 livres en bibliothèque, je ramenais à la maison, je lisais, je ramenais, je me fournissais de cette manière. Donc je dirais très très tôt, j'ai été un grand lecteur et mon imagination s'est développée beaucoup de cette manière. Je ne pouvais même pas, à un moment donné, raconter un dimanche, par exemple, quand on me demandait à l'école, raconte un dimanche, j'essayais d'imaginer une page de Zola que j'avais lue, une page de Balzac, et à partir de ce modèle-là, j'essaie de construire un texte pour faire, par exemple, ce qu'on appelait à l'époque une rédaction. Et il y a eu je dirais, une rupture avec tout cela, qui est venue de mon passage à l'école normale, où alors que j'avais 16 ans, un ami, qui s'appelle Yvon Desjardins, que je remercie toute ma vie, et encore une fois, m'a brusquement mis un livre entre les mains et m'a dit, toi qui aimes lire, lis ça. Et ça, c'était Et les chiens se taisaient d'Aimé Césaire. J'étais à ce moment-là en pleine admiration pour Rimbaud, pour Verlaine, pour ceux qu'on appelle communément les poètes maudits, et la lecture de Césaire, de ce texte-là, qui n'est pas un texte facile, Et les chiens se taisaient, a bouleversé ma vie. Bouleversé ma vie parce que c'est comme si d'un seul coup, on m'avait asséné un coup de bambou et qu'entraient dans ma tête des notions auxquelles je n'avais jamais pensé. L'anticolonialisme, la négritude, la Caraïbe. À ce moment-là, on ne parlait pas de Caraïbe véritablement à l'école, dans notre formation, notre cursus. Évidemment, la condition des Noirs, enfin, toutes ces questions, la liberté, toutes ces questions-là sont entrées. Non pas des questions seulement littéraires, mais des questions d'ordre idéologique également. Et ça a déclenché chez moi la passion, évidemment, de l'œuvre de Césaire, que j'ai voulu approfondir, mais également l'envie, et en ce sens ça a été une ouverture extraordinaire, de connaître ce qui se passait au niveau des autres écrivains noirs de la planète. Donc c'est de là que je suis parti à la recherche des écrivains noirs américains, recherche d'écrivains africains, recherche d'écrivains caribéens et recherche de tout ce qui gravitait un peu autour de ces écrivains-là. Par exemple, moi je me souviens que, pourtant c'est pas un auteur très admiré semble-t-il aux États-Unis, mais moi il m'a marqué, Chester Himes a été un auteur, je crois que je n'aurais pas écrit L'homme au bâton pour donner un exemple précis. Je n'avais pas lu Chester Himes, il y a dans L'homme au bâton quelque part ce côté truculent que j'aimais beaucoup chez Chester Himes, et en même temps une analyse sociologique qu'il faisait tout en racontant. Il y a des auteurs africains, Sam Bendusman par exemple, des auteurs qui m'ont marqué. Je me souviens aussi beaucoup plus tard d'un livre que je considère moi comme un chef-d'œuvre, même s'il est controversé, c'est Devoir de violence de Wango Yamburu Le Guem. Je ne parle plus tellement non plus. Donc il y avait toute une série de textes comme ça, mais ils sont toujours restés comme deux anges tutélaires, je dirais, en termes de lecture. Sartre, cette idée de la responsabilité que je voulais creuser, comprendre chez lui. Également Camus, et je me sentais d'âme en tout cas, et je me sens encore aujourd'hui beaucoup plus camusien que sartrien, j'ai envie de dire, plus proche de ce monde d'émotions. Cette manière de
d'aller vers une morale, mais une morale qui n'exclut pas la vie, qui n'est pas desséchée ni desséchante. Et par la suite, sur ces bases-là, j'ai construit mon univers en essayant de l'élargir à ce qu'on pourrait appeler rapidement les bons auteurs de la planète, quoi. Chaque fois que j'en ai l'occasion, en tout cas, je n'exclus pas un auteur japonais ou indien ou sud-américain. Ceux-là aussi m'ont beaucoup marqué, les gens comme Marquez et les autres auteurs. Donc voilà un petit peu rapidement brossé mon rapport, je dirais, aux grands maîtres qui ont été formateurs, dont un que je tiens à citer au niveau de la Caraïbe, c'est Alec Carpentier, qui est vraiment pour moi un grand maître. Et il y a également Jacques-Stéphane Alexis, L'espace d'un ciment, pour moi c'est un chef-d'œuvre incontournable. Et je regrette d'ailleurs en le disant que tous ces textes qui sont des phares pour parler comme Baudelaire, qui sont des constellations même j'ai envie de dire, aujourd'hui soit considérés comme vieillis ou peu connus ou pas étudiés véritablement comme cela se devrait. Et je crois que c'est un affaiblissement pour la littérature caribéenne. C'est cette notion d'affaiblissement dont je parlais, de conscience en tout cas de cela, qui m'a poussé à demander au président Lurel du conseil régional d'organiser le congrès des écrivains de la Caraïbe. Et je tiens à le dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le sens de la démarche. Et moi je me disais, mais c'est pas normal, nous avons tant de richesses à Puerto Rico, en Haïti, même à cette Lucie, puisque nous avons là le prix Nobel. Et nous ne sommes pas assez nourris en tant que Guadeloupéens de toute cette littérature-là. Donc c'était un des enjeux, me semble-t-il, de cette affaire. Nous nous trouvons donc à Castel-Lamentin, Lamentin étant une commune de la Guadeloupe, et non pas le quartier, mais la section où je me trouve s'appelle Fougas, F-A-U-G-A-S. Et pour moi, c'est très important. C'est la terre de mes grands-parents, c'est la terre des grands-parents de mes grands-parents. Et je venais ici, puisque ma grand-mère étant d'origine très modeste, était une amareuse de Cannes. Elle lavait son linge à la rivière qui est à 100 mètres de nous. Il n'est pas question de machine à laver à l'époque. Elle faisait des kilomètres, à peu près 5 kilomètres, avec une grosse bassine, ce que j'ai raconté dans le coulé d'or, sur la tête, pour venir, fait comme toutes les femmes de l'époque d'ailleurs le faisaient, à la rivière qui est juste là, à 100 mètres de nous. Et cette rivière a marqué mon enfance. Elle a marqué mon enfance parce que la rivière, à ce moment-là, était un lieu de vie au sens propre du terme. C'est-à-dire un lieu où, très féminin d'ailleurs, c'était beaucoup de femmes qui venaient faire la lessive, mais accompagnées de leurs enfants, et où la sagesse populaire passait. C'est-à-dire que telle femme plus âgée donnait des conseils à tel plus jeune, indiquait tel remède qu'elle pouvait donner à tel enfant qui était malade. Il y avait donc une circulation, une expérience humaine extraordinaire. Et nous les enfants, évidemment, soit on aidait la mère ou la grand-mère, soit on jouait dans l'eau, soit on allait cueillir des fruits. Donc il y a pour moi dans la rivière la notion d'un enchantement, aujourd'hui perdu malheureusement, mais au niveau de l'enfance qui est toujours resté. Et ce qui caractérise à mon avis ce monde-là, c'est un monde rural. D'ailleurs, il suffit de tourner la caméra, je dirais, à droite, on a un champ de canne. Et j'ai vécu dans un champ de canne. Mon père disait d'ailleurs en créole qu'on nous avait mis comme des rats dans un champ de canne. Nous, c'est nous le peuple guadeloupéen. Parce qu'on était là pour faire fonctionner l'économie sucrière dans des conditions très modestes, parfois même misérables. Et avec tout ça, il fallait bâtir un monde. Bâtir un monde, c'était pêcher des écrevisses, ou manger le midi, cueillir des fruits à pain, comme on dit, pour pouvoir manger le midi. C'est parfois vivre de ce que l'on avait produit. Ici était un ancien verger où il y avait, verger sauvage, pas verger entretenu, du café, il y avait des fruits, il y avait de tout ici, là où nous nous trouvons. Quand j'étais gamin, quand je venais là, c'était un lieu paradisiaque de ce sens, un lieu d'abondance presque, je dirais. On n'allait pas au supermarché comme aujourd'hui. Donc il y avait notre rapport à l'existence, notre rapport à la vie. Nous, enfants, on allait par exemple faire la chasse aux oiseaux, que nous faisions rôtir nous-mêmes, on était gamins, et puis ça nous
transportait, je dirais, nous faisions parfois du pain, un petit expérimental, enfin, on jouait comme font tous les enfants du monde, mais on jouait dans un rapport quand même qui était très proche de la vie, je dirais même très proche de la survie. C'est de ça qu'il était question. Et les souvenirs que j'ai comme enfant, c'est les souvenirs de famille solidaire, alors qu'aujourd'hui on vit la division, la solitude, l'individualisme, c'était inconnu. C'était un village où tout le monde se connaissait, bien sûr, mais où tout le monde s'aimait, où tout le monde se parlait. Quelqu'un passait, ah, pain tel, quand on fait, au là, au calé, on demande des nouvelles. La personne dit, ben, je vais à Pointe-à-Pitre, mais je vais ramener, je ne sais pas moi, un gâteau, je vais ramener quelque chose. Il y avait une économie du don, du contre-don. Voilà une orange, voilà une igname. Il y avait du troc. Il y avait des petites activités qui sont même aujourd'hui interdites, comme par exemple tuer le cochon du paysan, je dis ça à Tiroli, donc quand il avait plus de sous, il tuait un cochon, ou vendre la viande aux voisins solidaires, qui achetaient aussi par solidarité. C'était une façon de s'entraider. Donc il y avait toute cette pratique d'un monde où, parce que c'était dur, parce que c'était pauvre, on se tenait la main par la main, et j'ai presque envie de dire le cœur par le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de violence, parce que j'ai vu des bagarres épouvantables également. J'ai vu même parfois un meurtre, parce que la misère déclenche, génère finalement aussi des tensions. On a l'impression pour des pécadilles, mais c'est la condition de vie elle-même qui transforme un petit drame en tragédie. Donc ça faisait aussi partie de cette enfance. Donc j'ai connu très tôt, je dirais, la sensation du bonheur, je vais même le dire sincèrement comme cela, mais aussi de la douleur sociale, des gens qui avaient des plaies inguérissables. On disait, on est un bobo. Des gens qui étaient mal nourris et qui par conséquent portaient sur leur corps les stigmates, je dirais, du fait de la malnutrition. Des jambes en X, des jambes bizarrement faites, des ventres ballonnés. D'ailleurs, on les nommait comme ça, on les nommait par dérision souvent, par ces défauts ou par ces travers. Donc c'était un univers qui était pittoresque. C'était un univers qui avait sa philosophie de vie, sa manière courageuse, je crois, d'appréhender la vie, et qui avait quand même conscience de former un groupe. On disait, c'est mon Castel, tu es de Castel, tu es de là, tu as un lien avec la terre, tu as un lien avec l'histoire. Les traces de l'histoire sont là. Par exemple, sur un terrain tout à côté, on voit encore les rails, la petite locomotive qui transportait la canne, qui passait par là. Il y a une maison qui est au loin là. Eh bien, c'était une petite gare pour justement le même train. Donc, l'économie a fasciné la terre, l'économie cannière a fasciné la terre, même si on a l'impression qu'on est dans un jardin, que c'est agréable, que c'est beau. La misère est inscrite dans cette terre-là, les conditions sociales sont là, et les rapports humains, effectivement, se sont adaptés à tout cela. C'est comme ça que je présente mon enfance et surtout la terre dans laquelle je vis actuellement. Donc le fait de me sentir enraciné là a beaucoup de valeur pour moi. D'ailleurs, ce n'est pas un terrain que j'ai acheté, c'est un terrain qu'on m'a légué, je dirais, mon père. Et je ne suis pas seul là. Je suis là, mais je suis avec ma grand-mère qui est aujourd'hui décédée. Je suis là avec d'autres parents qui sont vivants ou qui sont morts. Je me sens non pas un habitant, mais un habité. Ma petite enfance est assez particulière. Elle va me façonner d'une façon, je dirais, indélébile. Parce qu'il y a d'un côté la grand-mère, forte en tradition, d'origine populaire, monde de la terre. De l'autre côté, ma mère, qui est enseignante et qui, dans le contexte de l'époque, je suis né en 1950, est une privilégiée et qui essaie de faire de moi le parfait petit français. Alors, je vivais d'une certaine manière à la maison, avec les dictées, des choses de ce genre-là, je me souviens très bien de cela, cette admiration déjà pour quand même les lettres, le français, tout ça. Et puis comme un petit sauvageon, quand je revenais en vacances, justement, dans des terres comme celle-là, montant au prunier, au manguier,
mangeant même parfois dans un arbre avec une assiette, une assiette en fer blanc, comme on disait à l'époque, et on grimpait, on mangeait là, et on allait à la rivière, on voyait vivre les gens, souffrir les gens, parler, on écoutait parler les gens, et c'est ce ballottement-là entre cette Guadeloupe profonde, rurale, paysanne, populaire, et je dirais une autre Guadeloupe de la petite bourgeoisie, qui m'a fasciné à la fois en déséquilibre et parfois en équilibre. J'avais presque comme deux personnalités, j'étais deux personnes à la fois. Et mes souvenirs d'enfance, c'est l'attachement profond à ma grand-mère. Beaucoup d'entiers disent ça, mais je le dis sincèrement. Il faut savoir qu'à l'âge de 5-6 ans, je quittais le bourg du Lamentin, parce que nous sommes au Lamentin, qui était distant d'à peu près 6 km d'ici. Je portais à pied. Et je venais voir ma grand-mère parce que pour moi c'était important. Je ne pouvais pas concevoir la vie sans ma grand-mère, sans ce que d'autres vont appeler l'odeur de la grand-mère, sans le café de la grand-mère, sans sa façon même de vivre. Une personne très fière. Alors comme anecdote, par exemple, une fois elle cherche son sucre, parce qu'on mettait le sucre à l'abri, c'était quand même un produit non pas rare, mais précieux pour les gens pauvres. Et il n'y a pas de frigidaire à l'époque, donc on mettait ça cachait cela un peu dans des coins ou au coin de la maison. Elle cherche, elle ne le trouve pas. En tout cas, nous croyons qu'elle ne le trouve pas parce qu'elle est en train de crier. Vous les enfants, vous m'avez encore pris mon sucre, petit bandit, petit sacripant, etc., etc. Et finalement, un de mes cousins arrive et voit qu'elle a le pot de sucre à la main. Et lui dit, on l'appelait Nanine, Nanine, pourquoi tu continues à crier comme ça puisque tu as trouvé ton sucre? Et elle dit, non, il ne faut pas que les gens me croient folle. Donc comme j'ai commencé comme ça, il faut que je continue comme ça jusqu'à ce que je trouve une porte de sortie. C'est-à-dire qu'il y avait un peu d'orgueil, qu'il y avait un peu de rouerie, on dit en français également, dans tout cet esprit paysan et qu'elle manifestait à sa manière dans sa vie quotidienne. Et l'autre côté, comme je l'ai dit, c'est la maman. Un attachement énorme, énorme à ma mère, parce que mon père n'était pas là. Mon père était à Paris. Et je n'ai vu mon père, en tout cas, j'ai le souvenir de l'avoir vu, j'ai dû le voir avant, qu'en 57, qu'à l'âge de 7 ans. Donc pendant 7 ans, j'ai vécu dans un univers féminin. Il y avait bien sûr mon grand-père qui s'appelait Riach Pépin, mais qui était un homme qui avait fait le canal de Panama, qui avait été brisé par le canal de Panama, donc qui était déjà vieillissant, déjà fatigué. Et il me racontait ses exploits parfois, mais la relation forte restait fondamentalement à la grand-mère et à la mère, avec deux, je dirais, visions tout à fait différentes. Et dans tout cela, je me sentais malgré tout un enfant choyé, parce que j'étais l'aîné. Choyé parce que j'étais l'aîné, celui que tout le monde aimait, tout le monde donnait des cadeaux, tout le monde comptait aussi, on sentait ça, je sentais ça en tout cas, on compte sur toi. On compte sur toi pour l'école, on compte sur toi pour demain. On se sentait investi aussi quand même d'une sorte de mission et qui pesait parfois lourd sur les épaules. Il fallait s'occuper des frères et sœurs, j'avais 5 ans tout, donc 4 frères et sœurs. J'étais l'aîné, c'était moi le gendarme en même temps, le responsable, parce que si un fait une bêtise, tout le monde prend des coups, en particulier l'aîné qui devrait être le gardien, le garant, je dirais, de l'harmonie au sein des enfants, comme le berger pratiquement, ce que je suis un peu resté aussi vis-à-vis de mes frères et sœurs jusqu'à présent. Et donc j'ai vécu comme ça, mais ce que je regrette, si j'ai regretté quelque chose, c'est l'isolement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, dans ma famille, et très tôt, de toutes les façons possibles, il y avait un interdit. Il ne fallait pas quitter la maison ou les abords de la maison. Donc je n'ai pas été un enfant qui a eu la chance, j'appelle ça une chance, de se mêler aux autres. Je n'ai pas été un enfant qui pouvait jouer au football, qui pouvait faire partie des petites bandes de jeunes, etc. Et aujourd'hui, je le regrette parce que je me rends compte que ça a des conséquences. Une conséquence, c'est que je ne suis jamais à l'aise avec les gens. Même si ça ne se voit pas, je ne suis pas quelqu'un de très à l'aise avec les gens. Et quand il y a un groupe, alors là, ça devient pour moi mortel. Aller dans une veillée mortuaire, aller voir un match de football, aller dans tout ce qui est le carnaval, j'y vais jamais, même pour regarder. Je n'ai pas cette pratique-là. Et intérieurement, elle m'angoisse même à la limite. Donc, par conséquent, j'ai du mal avec tout cela, enfin avec le monde, quoi, avec le mouvement du monde, j'ai envie de dire, des gens. Et il y a cela. Et il y a une forme d'expérience que cela donne aussi.
quand on fréquente les autres, quand on a joué avec les enfants, quand on est allé librement, on a une façon d'aborder la vie qui est moins, je dirais, qui est plus audacieuse, j'allais dire moins peureuse, je préfère dire plus audacieuse, parce qu'on tire très tôt des enseignements, des choses que je ne comprenais pas à l'époque, que quelqu'un pouvait ne pas m'aimer parce que j'étais trop bien habillé par rapport à lui, parce qu'il me vivait comme un privilégié, parce que je ne comprenais pas ces choses-là. Et si j'avais davantage fréquenté les enfants de mon âge, de mon milieu, peut-être que j'aurais été plus aguerri sur ce genre de questions, alors que je me sens parfois démuni devant la vie, parce que je ne me suis pas posé ces questions-là, au moment où il fallait les poser pour qu'elles soient formatrices. L'école était à la fois à l'école, mais l'école était aussi à la maison. Moi, j'ai été élevé avec des petites revues que ma mère enseignante recevait. Amis Coupe, je m'en souviens encore, ils appelaient Amis Coupe, coopérative. Et c'est là que j'apprenais des choses bêtes que j'ai retenues jusqu'à aujourd'hui, comme Nicephore Niepce a inventé la photographie, comme Kérodin. Disons que ça faisait partie de mon apprentissage en termes de culture, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture générale. Bon, Thomas Becket, qui était Thomas Becket, enfin, c'est dans des revues comme ça. Ma mère était abonnée aussi à ce qu'on appelait l'école des lettres, qui était une revue avec des devoirs, là, de la 6e à la 3e. Donc je lisais tout ça, donc tout cela me formait énormément. Donc c'était l'école. Et j'avais donc une passion pour l'école. J'aimais l'école. J'aimais l'école parce que c'était un moment pour moi où je pouvais être plus vrai, paradoxalement, en échappant, je dirais, à la tutelle familiale. Et justement, un peu mélangé avec d'autres, moins isolés. Et j'aimais également l'école parce que j'avais du plaisir à travailler au niveau scolaire. Et je me sentais que je me réalisais quand j'étais là. Et donc je gardais un souvenir ému, évidemment, de mes enseignantes. Là encore, c'était beaucoup de femmes. Plus tard, mes enseignants aussi. Mais j'ai toujours eu un bon rapport avec l'école. Et je suis devenu par la suite professeur. J'ai eu un bon rapport dans le sens que j'aimais enseigner également. Pas en respectant forcément le programme, pas en respectant forcément la vision académique des choses, mais quand j'étais avec mes élèves dans une classe en relation vraie, je dirais, c'était un bonheur de leur parler de Césaire, justement. On revient à Césaire, qui n'était pas au programme à l'époque. Et qu'on faisait si on voulait quand on était professeur, qu'on donnait à étudier si on voulait. Et bien sûr, c'était ma passion, donc ça passait de mon enseignement. Et je ne le regrette pas, j'en suis même très heureux. Donc l'école n'a jamais été pour moi ni un lieu de torture, ni un lieu de douleur, ni un lieu d'ennui. J'aimais apprendre, j'aimais découvrir et j'aimais rêver à partir de ce que je découvrais. Très jeune, j'écris par passion d'écrire. Je n'ai jamais écrit en pensant, en tout cas au départ, que j'allais écrire et publier. Je n'ai jamais écrit en me disant je serai écrivain. J'écrivais parce que j'ai envie de dire je ne savais pas vivre autrement. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas vivre autrement. Je suis toujours en train d'écrire quelque chose. Donc, évidemment, j'ai commencé enfant, oui, adolescent, on va dire, par la poésie comme tout le monde. Mais quand j'ai rencontré Césaire, ça a renforcé mon envie de faire de la poésie. Ça a renforcé le besoin de dire des choses. Je passais pour un enfant très étrange. J'étais à l'école normale de Pointe-à-Pitre. Donc là, je parle des classes de seconde, première, terminale. Où, comme tout jeune, on a envie de s'amuser, mais où je prenais toujours du temps pour lire et pour écrire, pour écrire même mon journal personnel. Ce qui était mal vu de mes camarades de classe, qui considéraient une activité féminine. Qu'est-ce que c'est que ce garçon qui prend le temps d'écrire son cahier personnel, j'aime, je n'aime pas, qu'est-ce que la vie, enfin, peu importe les choses que je pouvais écrire à l'époque. Donc je passais pour quelqu'un un peu d'atypique. Et si j'avais, je le dis tout le temps, écouté mes amis de l'école normale, mes condisciples, qu'est-ce que je n'aurais jamais écrit dans ma vie. Parce que quelque part, ils ne m'encourageaient pas. Ils ne me décourageaient pas. Le rapport à ces choses-là ne me poussait pas à aller plus avant. Je suis allé faire mes études à Bordeaux. Et là, bien sûr, j'ai continué puisque j'aimais ça, c'est ce que j'aimais faire, mais toujours pas avec l'idée que je vais éditer, que je vais publier, etc. Je suis revenu à la Martinique en 1974. Je n'avais pas publié. Et c'est parce que des amis venaient à la maison, que j'aimais lire mes textes pour mes amis, mon entourage. Un jour, ils me disaient, pourquoi tu ne dis pas ce que tu fais, etc.
que je me suis posé la question et que j'ai édité mon premier recueil de poèmes qui s'appelait Ouverture du silence. Par contre, à partir du moment où j'avais édité ce premier recueil, j'ai eu le sentiment, en tout cas, que je m'étais engagé dans l'écriture et qu'il me fallait continuer et donc tenter de me réaliser de cette manière et par cette voie-là. Donc j'ai fait beaucoup de poésie parce que j'étais fidèle à une pensée de Césaire, même pas une pensée, une phrase qui le concernait lui-même d'ailleurs. Il disait « Je suis fondamentalement poète, pour le reste, je me prête à la gesticulation sociale ». J'ai beaucoup aimé cette phrase, je l'aime encore beaucoup et je vis avec cette idée-là dans ma tête. Que l'essentiel, c'est ce que j'écris, le reste est en gesticulation sociale. Il faut bien vivre, il faut gagner sa vie, il faut être, il faut etc. Mais que c'est le rapport à l'œuvre qui est finalement l'essentiel et qui justifie, si on peut parler comme ça, mon existence sur Terre, mon passage. Et j'essaie de faire en sorte qu'il en soit ainsi. C'est avec cette idée-là que j'écris de plus en plus, en tout cas, aujourd'hui, plus le point de l'âge, plus je vais encore m'enfoncer, je crois, dans cette idée. Et après avoir écrit donc plusieurs recueils de poésie, je suis venu au roman, là encore par hasard. Le hasard a beaucoup joué dans mon rapport à l'écriture. J'aime raconter que, et c'est vrai, que je me trouvais en stage pour le Conseil général de la Guadeloupe, où j'avais quitté la Martinique et à ce moment-là, je vivais en Guadeloupe. Et le stage m'ennuyait prodigieusement. Et j'ai dit, ah non, moi, demain, je ne vais pas. Ce stage se passait à Paris, donc je ne suis pas allé. Mais je m'ennuyais aussi dans la chambre de l'hôtel. Comme j'avais repéré une librairie qui se trouvait non loin de l'hôtel, j'ai dit, mais je vais l'acheter de quoi lire. Et là, est-ce un signe, j'en ne sais rien, je vois un cahier, superbe cahier, j'en ai acheté un l'autre jour comme ça, parce que pour le souvenir, marqué cahier d'écriture. C'est un cahier gris, cahier d'écriture c'est marqué en blanc, et au verso, il y a la photo de Las de Camus, encore justement, l'autre que j'ai acheté c'est Nathalie Sarraute. Et ce sont des pages vierges. Retourné à l'hôtel, j'ai commencé à écrire les 10 ou 15 premières pages de ce qui allait devenir le Mont Bâton, parce que je voulais faire quelque chose, tout simplement. Et parce que quelque part, je portais l'histoire en moi, comme beaucoup de Guadeloupéens, parce que cette histoire-là est une sorte de fait divers ou de légende, où on peut qualifier comme on veut. Et c'est comme ça que j'ai attaqué le roman, je dirais. Et ayant fait le Mont Bâton, qui a reçu un bon accueil, j'ai voulu continuer. Et j'ai donc écrit Tambour Babel. Et Tambour Babel, pour moi, est une œuvre, à mon avis, qui est importante dans mon rapport aussi à l'écriture. Parce que autant le Mont Bâton m'a été écrit de façon un peu spontanée, je dirais, peut-être ceux qui avaient plus, je n'en sais rien, autant Tambour Babel, j'avais voulu faire une œuvre construite, avec des références, en tout cas dans ma tête, bibliques. Moi, j'aime bien l'architecture, je dirais, de la Bible. Donc, il y a le mauvais fils, le bon fils, l'héritage reçu qu'on ne peut pas recevoir, l'héritage qu'on veut avoir mais qu'on ne peut pas obtenir. Enfin, il y a tout cela. Il y a l'étape de la loi dans Tambour Babel, la loi du tambour, évidemment. Il y a cette espèce d'arrière-pays qu'est l'Afrique, qui n'est pas véritablement présent dans le roman, mais qui flotte aussi dans le roman. Enfin, j'ai mis beaucoup de choses, selon moi. Et j'ai été un peu, j'allais dire, un peu désemparé, un peu surpris. Parce que pour moi, ce livre a dû avoir un meilleur accueil. C'est non pas qu'il a été mal accueilli, mais il n'a pas été accueilli comme je le souhaitais véritablement. Mais en tout cas, je me coltais. Voilà, c'était un combat à l'écriture, à la façon de raconter quelque chose. Je me posais des questions sur la construction, sur les symboles, enfin, etc. Ça n'avait rien à voir en termes de relation avec l'écriture de Le Mont Bâton, comme je disais, qui était une narration assez libre, qui sortait de moi presque tout naturellement. Et alors, après cela, eh j'ai écrit Le Tango de la haine à partir de mon propre vécu, puisque je trouvais que la question, et je pense toujours, homme-femme, est mal résolue dans nos sociétés créoles ou caribéennes, comme on veut, et que tant que ce n'est pas résolu, on ne pourra pas bâtir de famille, on ne pourra pas bâtir de pays. Pour moi, c'est une question clé, alors qu'elle apparaît comme une question mineure. Et c'est pourquoi je reviens sans arrêt sur cette question-là, dans la poésie, également dans la littérature, dans le roman en particulier. Et puis, voilà, et puis j'ai essayé d'alterner
poésie et roman, chaque fois un roman. Donc le dernier que j'ai sorti s'appelle Toxic Island, est sorti avec une petite maison d'édition qui s'appelle Dinel de la Martinique, parce que je veux aussi soutenir les petites maisons qui, à mon avis, méritent d'exister, doivent se développer, et méritent même d'être encouragées par les autorités publiques, c'est mon point de vue en tout cas. Et c'est un roman qui a l'air de plaire. C'est un roman où j'ai mélangé la tradition à travers un personnage de femme Soukounia, mais aussi modernité, avec des jeunes qui se droguent, qui sont à la dérive, qui sont perdus dans la vie d'aujourd'hui, et en essayant de bâtir une histoire avec tout cela. Et donc c'est aussi une analyse critique de la société guadeloupéenne, de ses dérives, de ses folies, mais aussi de son vouloir obscur, je dirais, d'indépendance, de s'assumer, de responsabilité, etc. Donc c'est un peu avec tous ces éléments-là, je dirais que j'ai écrit ce dernier roman. Et là maintenant, aujourd'hui encore, je suis en train de mettre, je dirais, la dernière main à un texte poétique sur le drame haïtien. Alors, texte poétique que j'essaie encore je dirais, de façonner de façon particulière, de manière particulière, avec, en imaginant un couple, c'est souvent chez moi ça, qui traverserait, dans mon imaginaire, Port-au-Prince, mais après la catastrophe. Et donc qui est à la fois ébranlé, bien sûr, par la catastrophe, mais qui relie ça aussi à l'histoire antérieure du pays. Par exemple, dans mon idée, ça je le crois, je dis, mais on dit que la terre a tremblé. Oui, elle a tremblé. Mais il y a longtemps que la terre tremble en Haïti. Elle tremble de faim, elle tremble de peur, elle tremble à cause des macoutes, elle tremble à cause de toute cette misère dans laquelle on a acculé un peuple. Alors donc, il y a toutes ces réflexions-là qui, à travers la poésie, essaient de passer en même temps l'amour, mais le désastre, mais aussi l'espérance. On va dire, voilà le trépied sur lequel je construis ce texte, qui n'a pas encore de titre, qui n'est pas encore paru, mais sur lequel je travaille en ce moment. Je commençais par dire qu'il est très difficile, selon moi, d'être responsable culturel en Guadeloupe, ou directeur des affaires culturelles, comme je le suis au Conseil général. Et je vais dire pourquoi ça me semble très difficile. Nous sommes dans un contexte où pratiquement tout est à faire. Je donne un exemple très simple pour que l'on comprenne. Nous n'avons pas de vraie salle d'exposition pour les œuvres d'art. On manque d'infrastructures nécessaires, déjà, pour pouvoir donner à la culture les facilités d'une expression ouverte. C'est un premier problème. Le deuxième problème, selon moi, c'est le rapport même que l'on entretient avec la culture. Il y a, à mon avis, d'un côté, ceux qui ont une vision, je n'aime pas que je dise ça, en tout cas traditionnaliste de la culture. De l'autre, ceux qui voudraient un peu mettre dans tout cela un peu de modernité, un peu d'interrogation, de quoi spécifique à notre siècle, à notre temps. Tout cela ne s'accorde pas. Il y a le regard que les artistes jettent eux-mêmes sur les collectivités. Nous sommes perçus, et cela me déçoit, comme un grand sac à argent. Donc quand on me voit, je ne suis pas le directeur des affaires culturelles, je suis monsieur subvention. Et partout où je vais, que ce soit dans un baptême, dans une église, dans la rue, on me parle de subventions à venir, de subventions réclamées, de ce qui mérite profondément. Parce que c'est très rarement qu'on me dit, par contre, nous pensons que pour développer le théâtre, voilà ce qu'il faudrait faire. Nous pensons que pour développer la musique ou la peinture, voilà ce qu'il faudrait faire. Nous pensons que pour... Moi, j'ai une idée, par exemple, qui m'est très chère et qui ne fonctionne pas en Guadeloupe à l'heure actuelle. Il faut décloisonner. Les musiciens sont d'un côté, les peintres sont de l'autre côté, les hommes de l'aide, je dirais, sont de l'autre côté, et tout ça ne s'arrime pas. Et pour moi, un mouvement culturel fort doit avoir besoin de ce mélange. Je parlais de ce texte ce matin, ce n'est pas pour parler de lui, mais ce sont les idées que j'ai dans ma tête. Moi, quand j'écris ce texte-là, je le vois lu, je le vois danser, je le vois chanter, je le vois comme un livret d'un opéra. Mais pour que ça fonctionne comme ça, il faut que j'ai des relais
qui partagent cette idée et qui veulent faire ça avec moi. Or, je suis dans l'isolement. Je serais condamné peut-être à éditer cela comme banalement, dirais-je, comme d'habitude. Alors que c'est pas que l'artiste qui, au fond de moi, réclame autre chose. Et c'est peut qu'ailleurs, d'autres artistes réclament aussi d'autres choses. Et tout ça, on n'a pas encore réussi à l'articuler, à mettre cela en œuvre. Alors, tout n'est pas pessimiste, évidemment, tout n'est pas pessimiste. La vie associative est très, très riche, même effervescente. Il y a des initiatives prises partout, dans toutes les communes, il y a une association qui fait quelque chose, qui essaie de faire quelque chose. Et ça, c'est un atout fort, à mon avis, puisque c'est là que vont germer les créateurs aussi de demain. Il y a, malgré tout, au niveau de la politique publique, je dirais, une prise de conscience de l'intérêt que la culture mérite. Parce que pendant très longtemps, on a vécu sans cette conscience-là. L'avancée fondamentale, c'est qu'il n'y a pas de mairie en Guadeloupe. Il n'y a pas de conseil général, conseil régional qui ne parle pas de politique culturelle. Qu'est-ce qu'ils en font, c'est autre chose. Mais au moins, le concept existe dans la tête des élus, des collectivités, etc. Et pour moi, c'est une avancée. Et il reste à définir ce que j'appellerais un vouloir commun. Expression un peu césarienne, mais j'ai toujours une fibre césarienne très forte. C'est-à-dire que nous, artistes, je dirais comme ça, je me mets des deux côtés là pour parler plus simplement, et nous, collectivités, nous bâtissions ensemble, sur les questions de bâtir un projet culturel, avec des étapes, on ne doit jamais tout faire en une seule fois, des objectifs précis et des moyens aussi de sélection. Il est difficile en Guadeloupe de sélectionner parce que c'est un pays de proximité, que tout le monde se connaît. Si toi tu as un projet et que ce projet est agréé et que lui il a un projet, son projet n'est pas agréé, tout de suite il dit c'est parce que toi et moi nous sommes copains. Parce qu'on se connaît, on se rencontre. Et cette proximité a des avantages, mais là aussi l'inconvénient, comment dirais-je, de créer de la suspicion. Et là l'inconvénient qu'on n'ait jamais vu comme on devrait l'être véritablement dans ce type de travail de directeur des affaires culturelles. C'est soit parce qu'on a voulu soutenir un tel plus qu'un tel. C'est comme une mère de famille avec des enfants, avec plusieurs familles nombreuses, et chaque enfant veut sa part, et celui qui estime ne pas avoir eu sa part, mais il est frustré, il est mécontent. Donc c'est une gestion qui n'est pas facile. Mais ce que j'aime dans ce métier, c'est deux choses fondamentales. C'est un métier de contact. Donc je rencontre énormément de gens qui me parlent, qui échangent avec moi, qui m'enrichissent, qui me nourrissent et qui me font mieux connaître aussi la Guadeloupe. Parce que je vois la Guadeloupe à travers eux aussi. Et puis deuxièmement, c'est la création elle-même. Le fait de voir, on part d'une idée, puis un beau jour, on voit que ça existe, c'est formidable. C'est formidable. Cette année-ci, j'ai dit par exemple, le 27 mai, bon, eh bien, il y en a assez, que ce soit simplement des pots de gerbe, de vent, de graisse. Il faut faire quelque chose de populaire, dans le fort, avec des artistes et tout. Et ça a eu lieu. Et pendant 3 jours, il y a même une régate d'efforts qui a eu lieu. Eh j'étais très content parce que je voyais comment on est sorti de l'idée, quelque part, pour voir la manifestation, c'est un peu hegelien, de cette idée, je dirais, dans le temps et dans l'espace. Donc la création, c'est un vertige, c'est une consolation et c'est aussi une avancée. Et ça, c'est fantastique. Qu'est-ce que c'est qu'être insulaire? C'est une vaste question. Pour moi, d'une certaine manière, c'est de couper du monde. Qu'on le veuille ou pas, les insulaires se sont construits comme des mondes à part. Et ça va même jusqu'à l'Angleterre, on s'aperçoit bien que dans le monde de manière générale, l'insulaire se construit d'abord comme une forteresse parce qu'il se construit comme centre de lui-même. En tout cas, il en a la vocation, il en a la volonté. Et c'est pourquoi l'insulaire en même temps est toujours quelqu'un qui regarde l'horizon, qui rêve de partir. Il pense que derrière la mer, il y a quelque chose. Il y a soit un paradis, il y a un autre monde, il y a une fascination, il y a quelque chose. Et on vit cette contradiction-là. Et c'est quoi l'insulaire un peu, je dirais, complexe, dans la mesure où il doit assumer ces sortes de polarité, où il est un monde pour lui-même,
et en même temps, il y a un autre monde qui est en dehors de son monde avec lequel il doit composer et s'arrimer. Je vois ça souvent, même entre Guadeloupéens et Margalantais. Il y a des amis de Margalantais alors que les distances sont infimes et que les différences n'existent pas pratiquement. Ah oui, mais Margalantais, c'est pas comme ça. Il y a toute cette idée que l'île est fondatrice de quelque chose, que l'île est sa référence et que l'île engendre aussi finalement des références particulières. Et en même temps, on n'est pas reconnu dans l'île véritablement si on n'a pas l'ailleurs derrière soi. Chaque fois que quelqu'un revient, pas seulement en Guadeloupe, de l'extérieur, je n'ai qu'à dire que je suis pauvre aux États-Unis. Le regard des gens change sur moi tout de suite. Je suis la même personne. Je n'ai qu'à dire que, je ne sais pas moi, j'ai joué à Barcelone, ou que mon recueil de poèmes a été édité en Russie, ou ceci. Tout de suite. Autrement dit, le monde est une sorte de présence absente dans notre désir, un désir de légitimer ce que nous sommes. Alors, pour être un petit peu poète, j'ai envie de dire, l'île est bâtarde, parce qu'elle est île. L'île est veuve, parce qu'elle est île. L'île est apatride, parce qu'elle est île. Apatride dans le sens que, quand on est insulaire, on a comme envie d'appartenir à tout le monde, d'être de partout. D'ailleurs, on vit comme ça. Dans ma tête, moi-même, en tant qu'insulaire, il y a des jours, je me dis, et si j'étais à New York, ou au Chili, comment ça se passerait? J'ai échappé à des vies, j'aurais pu avoir une vie d'Algérien. J'étais parti quand j'étais étudiant à faire une étude pour être professeur en Algérie. Ça s'est pas vraiment concrétisé. Mais enfin, des fois, je restais à dire, mais et si j'étais resté? Quel homme aurais-je été? Donc, par conséquent, il y a cette espèce de tourbillon de possibles, j'ai envie de dire. Non pas que ça n'existe pas au niveau des continents, mais c'est plus prégnant lorsqu'on est des îles, comme on dit, lorsqu'on est insulaire. Et je finirai en disant que l'île crée un rapport particulier avec la mer, donc avec l'espace, donc une perception différente, je dirais, de la vie. Je ne pense pas qu'un pêcheur voit le monde comme tout le monde, comme ceux qui ne sont pas pêcheurs en tout cas, celui qui va en mer. Et dans l'insulaire, il y a ce côté d'homme, non pas forcément d'homme des mers, mais d'homme riverain, d'hommes entourés d'eau de mer, surtout pour nous qui sommes venus par des eaux de mer. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Yeah.